Bah écoute, déjà, merci d'avoir accepté mon invitation, c'est très sympa. Mais avec plaisir. Vraiment, quand j'ai fait un peu ma liste des invités, des gens que j'aimerais bien avoir, je me suis vraiment dit que parler de créativité avec toi serait super intéressant, parce que t'as plein de casquettes, comme j'ai pu t'en parler juste avant. Mince, je m'en rends compte maintenant, je me rends pas compte pendant qu'on a fait nos tests. Est-ce que tu aurais des écouteurs ou quoi, parce que j'ai un écho chez toi? Non. Bah, si t'en as pas sous la main, c'est pas grave. Non, j'ai pas d'écouteurs et en plus, c'est sur l'iPad, donc j'ai pas d'écouteurs qui fait avec l'iPad vu qu'il n'y a pas de... Ah oui, c'est vrai que Apple enlève ses prises jack, etc. Bon, tant pis, on va faire comme ça, y a pas de souci. Elle me fait le son au pire. Peut-être que... Voilà. Bon, ça devrait aller. Bah écoute, je sais. Est-ce que sans transition aucune, est-ce que tu connais Mouloud Achour de Click? Je le connais que de nom, oui. Bah en fait, c'est un intervieweur que j'aime beaucoup et il fait un truc au début de ses interviews. C'est en gros, il raconte la vie des gens qui l'invitent. Et c'est un truc que j'ai eu envie. Ouais, c'est un truc que j'ai eu envie d'essayer, tu vois. Donc du coup, j'ai préparé un truc. Si jamais j'invente, si jamais je me trompe, si jamais voilà, il y a quoi que ce soit, tu m'interromps et on rectifie, ok? Ok, ça marche. Ok. Bah du coup, tu t'appelles Karel, tu es une grosse fan de l'animé Gargoyle, qui t'a donné envie. Oui, jusque-là, j'ai bon. Ouais, c'est pas un animé, animé pour moi, c'est vraiment un dessin animé japonais. Oui, exact. Non, mais t'as raison. Oui, le dessin animé Gargoyle, qui t'a donné envie d'écrire et qui a été le terreau de ton premier récit. Tu rentres dans l'école de 3D Georges Méliès en 2004 et en sors en 2007. Tu as travaillé pendant près de 14 ans dans le dessin animé. Tu as travaillé sur la série animée Iron Man, Les Lapins Crétins et Petit Ours Brun, parmi tant d'autres. En 2018, tu as participé au recueil de nouvelles Félin. Et d'ailleurs, petite anecdote à ce sujet, j'ai vu qu'il y avait Roger Rénal sur ce recueil de nouvelles. Et ben moi aussi, j'ai eu une nouvelle dans un recueil de nouvelles où il y avait Roger Rénal aussi. Donc voilà, ça m'a fait penser à ça. Fin juillet 2020, tu fais une campagne de crowdfunding pour un artbook sur des illustrations que tu as fait tout le long du mois de mai. De mai. Ouais. Oui, du coup, je l'ai prononcé à l'anglaise. Du mois de mai, avec des sirènes qui est réussi en 1 heure. Et qui, Mon Dieu, 1 heure, non. Ah bah, Non. ça a été mes sources un peu. Ah, en fait, le but de Mermaid, c'est de dessiner une sirène par jour, et la plupart des sirènes, donc j'ai streamé tous les jours. Ah non, attends, pardon, non, c'est moi qui me suis emmêlé les pinceaux. Je disais que c'était ta campagne qui avait été réussie en 1 heure. Ah oui, pardon, oui, elle a été financée en 1 heure, ouais. Ok, oui, non, t'as raison, me suis peut-être embrouillé. Et du coup, qui arrive à 414% à la fin de la campagne. En septembre 2020, sort le tome 1 d'Imperium Circus, un manga. Là, par contre. Janvier. Ah, c'était en janvier, ok. Ouais. My bad. En janvier 2020 ? Ouais. Ok, donc il a 1 an. Bah ouais. Et là, par contre, j'ai pas réussi à savoir si tu étais à l'écriture ou au dessin dessus. J'étais uniquement sur le dessin des personnages. D'accord, ok. Et aujourd'hui, tu travailles pour le studio 352 et tu es freelance. Tu as une chaîne YouTube et un compte Instagram où tu parles d'écriture, de lecture, de cinéma et de séries télé. Et côté illustration, tu as un Instagram, un YouTube et une chaîne Twitch où du coup, tu fais des illustrations. Et ton chat s'appelle Ice. Tout à fait, c'est ça. Est-ce qu'on est bon? On est quasi bon. Le seul truc, c'est que pour l'instant, je travaille pour le studio 352. Je suis freelance à côté. D'accord. Enfin, en devenir, on va dire plutôt, pour être plus précise. Ok. Et t'en avais parlé pendant ton interview de Simo. D'ailleurs, pour ceux qui sont dans le chat, Kodalia a déjà fait... D'ailleurs, comment est-ce que je t'appelle? Kodalia, Karel? Koda ou Karel, ce sera les deux. Ok. Ok, ça marche. Oui, du coup, elle a déjà fait une interview avec Simo. Et donc, ce que j'ai fait, je l'ai regardé dans l'après-midi en détail. J'ai pris des notes pour, en gros, pas reposer les mêmes questions. Donc, vraiment, je vous invite à la regarder. Au moins, ça vous fera comme une suite, en quelque sorte. Et oui, dans cette interview, tu disais que tu avais rencontré Robin Hobb. Et vraiment, je suis très jaloux. Vraiment. Parce que...
3 fois. Mais non, c'est pas vrai. Oh la chance. On a déjeuné aux Imaginales ensemble 3 fois. Ouais. Oh là là, mais c'est trop bien. Mais c'est beaucoup trop bien. Vraiment, en fait, ça saga, tu sais, je me suis abonné à Audible. Et avec mon crédit d'abonnement, vraiment par hasard, j'ai pris l'Assassin Royal. Et vraiment, coup de cœur. Mais dès le premier chapitre, je me suis dit, ok, c'est trop bien. Vraiment. Ah oui, c'est normal. Ouais, et puis le comédien français qui lit sur Audible est incroyable. Et vraiment, genre. Voilà, trop cool. Maintenant, Oui, pardon, vas-y. J'avais aussi, je suis aussi sur Audible et j'ai réécouté le premier de l'Assassin Royal parce que j'ai pas tout lu de l'Assassin Royal, malheureusement. J'ai lu que les 6 premiers en français. Et je me disais, il faudrait que je lise la suite, mais comme je me souvenais plus de tout ce qui s'était passé avant, je me suis dit, je vais peut-être les lire en audio pour essayer de me remettre un petit peu à jour. Et puis continuer ensuite, par la suite, en papier ou à l'audio, on verra bien. Mais, c'est ça qui est embêtant avec les sagas, c'est que genre, quand tu laisses un peu de temps, tu dois tout reprendre depuis le début. Ouais. Et oui, donc ça c'est pour le chat. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez dans le chat et on y répondra à la fin. Bonsoir d'ailleurs, je vous lis là. Bonsoir. Je croyais que tu parlais à ton chat, tu sais. Ah non, mon chat est... D'ailleurs, il n'est pas là. Il va faire sa vie. Alors la première question c'est comment est-ce qu'on devient... Ah oui, mais attends, du coup comme je l'ai dit, tu es illustratrice et écrivaine. Ouais. Et comment est-ce qu'on devient illustratrice ? En dessinant ? Oui. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Tout à fait. Tout à fait. Je pense que j'ai dessiné depuis petite déjà. Et c'est devenu un truc naturel que je faisais pendant mon temps libre et un peu comme tous les enfants, mais encore plus, je pense, quand j'avais une dizaine d'années. Et je sais plus si je l'avais dit ça quand j'étais avec Simo, mais avant, c'était vraiment pas du tout ce que je voulais faire à la base. Avant, je voulais être maréchal ferrant. D'accord. Tout au début. Attends, dis-moi si je me trompe, c'est un métier où tu t'occupes des chevaux, c'est ça ? Ouais, où tu fais on appelle ça les fers à cheval. D'accord. Voilà, c'est ce que je voulais faire. J'étais à fond dans les chevaux à l'époque. Et puis un jour, j'ai vu La Petite Sirène et La Belle et la Bête au cinéma. Et c'est ça que je voulais faire plus tard, quoi. Donc, ok. 360. Et puis voilà, après, ça a été vraiment une idée fixe. Je voulais, j'ouvre les guillemets, je voulais faire du dessin animé chez Disney. Et ensuite, voilà, ça a été mon goal juste en terminale, en fait. D'accord. Et t'as déjà dessiné pour Disney ? Et t'aimerais bien ? J'aimerais bien, mais je pense que j'ai un petit peu le syndrome de je suis nulle, il y a 1000 fois mieux que moi, ils voudront jamais de moi, je suis une pauvre petite Française, ils ont tout ce qu'il faut chez eux, pourquoi ils pourquoi ils seraient intéressés, enfin voilà, donc du coup j'ai jamais osé faire tout le processus de recrutement par Disney parce que je me sentais pas à la hauteur, en fait. D'accord. Ouais. Il est plus compliqué que sur d'autres entreprises ? Ouais, il demande un niveau. Après, c'est peut-être une idée que je me fais parce que je me dis qu'ils sont pas non plus. On n'est pas plus cons en animation que quoi. Mais ou en design, etc. Mais je pense que ils ont des écoles qui sont extrêmement performantes et extrêmement bien préparantes et extrêmement chères aussi. Qui fait que je pense que leurs étudiants sont bien plus formés et bien plus aussi. Comment dire encadré, tu veux dire ? Ouais, encadré et puis formé dans le sens, voilà, ces écoles-là savent exactement ce que cherchent ces recruteurs-là, donc ils les préparent au niveau des portfolios, etc. Quand on voit les cours de formation, justement, de préparation de portfolio, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a ici, quoi. Donc, pour nous, je pense qu'il y a peut-être une personne sur je ne sais pas combien de promos qui vont se retrouver chez Pixar ou chez Disney, pour des raisons genre ils seront vraiment au-dessus du lot ou alors ils sont vraiment hyper doués, etc. Alors que là-bas ils ont vraiment des formations, ils sont vraiment préparés en fait à ça. D'accord, je vois.
Du coup, tu en as un peu parlé. Ma question d'après, c'était est-ce que tu as toujours créé? Et oui, tu disais que apparemment tu dessines depuis que tu es toute petite. Ouais, bah, il y a pas longtemps, j'ai fait un petit live spécial. Ceux qui sont peut-être sur le live, je sais qu'Isaël était, je crois, là. Donc, j'ai fait un live où je montrais vraiment mes plus vieux dessins, en tout cas, que j'ai en ma possession. Et ouais, ça remonte à. Je crois que le premier que j'avais, à part tu sais, les trucs qu'on a tous de la maternelle avec les collages, Ah oui, oui. gommettes, machin, etc. Les Monsieur Patate et tout ça. Je pense que l'un de mes premiers dessins, il doit dater de la 8 ans, à l'époque où La Petite Sirène était sortie. Donc ça, c'était vraiment le premier dessin de personnage que j'avais fait à l'époque. J'avais dessiné des chevaux, du coup, à l'époque où j'étais vraiment un fanat de cheval. Et puis après, voilà, enfin, ça a été vraiment dessiné constamment. Enfin, constamment, peut-être pas aussi. Enfin, je sais pas. Je me souviens pas si j'étais vraiment à fond, à rester tout le temps dessus. Entre ça, la lecture, l'écriture est venue un petit peu plus tard. D'accord. Mais ouais, c'était essentiellement le dessin. Enfin, j'étais à fond dans les Torgal, dans Sailor Moon, enfin, dans tous les trucs comme ça. Je dessinais ça, quoi. Donc, ouais. Ok. Je me rappelle de Torgal quand j'étais petit. Parce que dans la bibliothèque où j'allais, bah, tu sais, c'était dans le côté des BD adultes, tu vois. On n'avait pas trop le droit d'y aller et tout, tu sais, parce que c'est un peu violent quand même, Torgal. Et, ouais, il y a certains... Ouais. Et voilà, vraiment, moi, c'est le souvenir que j'en garde, c'est un peu genre la BD de grand, tu vois. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et ouais, t'as pas mal parlé de Disney. Est-ce que c'est une de tes influences? Et si c'est le cas ou pas, est-ce que tu as d'autres influences? Clairement, ça a été un élément central, je pense, dans ma formation et de dessinatrice, et puis après, au niveau de la culture générale, j'ai envie de dire. Je suis imbattable apparemment à tout ce qui est... C'est vrai? ouais, à tout ce qui est quiz, Disney, machin, etc. Ah, mais faudra qu'on se défie alors. Il y a pas plus longtemps, je crois que c'était à Noël, on en a fait un, j'ai battu tout le monde. Attends, je vais te montrer mon agenda. Ah, mais ouais, non, mais tu vas le voir en décalé, toi, du coup. Ah oui, je vais voir un peu en décalé. Bon, du coup. Vas-y, pardon, excuse-moi. Non, c'est pas grave. Après, je pense que ça a été vraiment un élément vraiment central dans ma formation, entre guillemets, visuelle. Ça a été même principal. Les mangas, je pense que j'ai bouffé du manga un petit peu comme toute... je suis la génération Club Dorothée. Donc, on en a mangé à la télé, sur toutes les chaînes. Et puis, je pense que je me suis jamais considérée comme dessinant du manga. J'ai toujours été beaucoup plus, justement, plus occidentale plutôt qu'asiatique, on va dire, qu'orientale dans mes influences. Mais voilà, j'en ai aussi bouffé à la télé, enfin, toutes les séries qu'on a eues. Et puis après, à partir de fin collège, surtout au lycée, parce que j'ai rencontré des copines qui étaient à fond dans le manga. C'était mes fournisseuses officielles de manga. Elles achetaient tout ce qui passait. On allait traîner à Tonkam tous les samedis. On achetait tout ce qui sortait, etc. Et là, voilà, elle m'a fait découvrir les Miyazaki, Scarflone, tous les grands trucs de l'époque et tout ça. Et donc, ça a influencé, je pense, mais pas forcément au niveau du trait, je dirais. Pas forcément au niveau du dessin en lui-même. Je dessine pas manga. Enfin, je considère pas que ce soit manga, mais ça fait partie de mon... Enfin, pas de mon apprentissage, mais de ce que j'ai forcément regardé et digéré, quoi. Donc... je pense c'est peut-être plus au niveau de l'ambiance ou de l'histoire, quelque chose comme ça, plus qu'au niveau vraiment purement du style de dessin, quoi. Ok, d'accord. Oui, donc ça t'a influencé plus dans ton style d'écriture que de dessin, si je comprends bien. Ouais, ou plus de côté culture générale, en fait. D'accord. Ouais. Ça a été... je sais que plus tard encore, c'est à peu près aussi au même moment du lycée, j'ai découvert les comics aussi. Donc voilà, ça a été aussi
des influences comme ça, et des influences vraiment diverses. Donc déjà, voilà, tout ce qui était dessin animé occidental, Disney, machin, etc. Et puis après, il y a eu le manga, et puis après, il y a eu le comics. Et tu mélanges tout ça. Puis il y a eu les films, les séries, de manière générale. Une grande fan de Star Wars devant l'éternel. Donc voilà, tout ça, D'accord. quoi. Ok, bah c'est super, super complet comme réponse. Je m'attendais pas à tant. Merci beaucoup. Pour tes, quel est ton processus créatif et est-ce que c'est le même pour l'écriture et l'illustration ou pas du tout? Euh, non, je pense pas que ce soit totalement pareil. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que tu appelles processus créatif? Parce que Comment est-ce que tu passes de une idée à un dessin ou un texte écrit? je pense que avec l'âge, je suis de plus en plus structurée. Je pense qu'avant, c'était un peu vraiment au feeling, ou genre je sais pas quoi écrire, je sais pas quoi dessiner, et puis on verra ce qui arrive. Maintenant, j'ai tendance à être un peu plus, comme je dis, un peu plus structurée. Après, ça dépend ce que je fais. Par exemple, si je fais un dessin un peu lambda, je vais pas forcément le préparer beaucoup plus en amont. C'est peut-être en le faisant que je vais essayer de réfléchir à la composition ou alors au personnage, machin, etc. Par contre, par exemple, quand je fais des exercices où j'essaie de faire du chara design, là, je vais essayer vraiment beaucoup plus de réfléchir euh, au personnage, à qu'est-ce que ça peut. Par exemple, dernièrement, j'ai essayé de designer des mousquetaires ou des pirates. Bon, bah, dans ce cas, en général, ce qui est conseillé dans ces cas-là, c'est de faire un mind map pour essayer de sortir toutes les idées, toutes les pistes en fait qu'on peut défricher comme ça à partir d'un brief, si tu veux. Et puis comme ça, essayer de centraliser, de regrouper des idées ou de partir vraiment dans des trucs auxquels on n'aurait pas forcément pensé. Ça, c'est plutôt cool. Après, par exemple, pour l'écriture, c'est pareil. Je pense qu'au début, j'y allais un petit peu en mode YOLO. Et au fur et à mesure, bah, j'ai appris que j'étais un petit peu plus structurée que ça au niveau de la préparation et que j'avais besoin de plus justement de préparation en amont. Et là, je suis encore plus partisane de préparer encore plus. Donc, je pense qu'au fur et à mesure j'apprends à me connaître moi aussi, connaître comment je fonctionne, bah, du coup, ça joue sur ce que je crée à côté, quoi, par la suite. D'accord, oui. Mais ça Ça, s'applique pas à tout de manière égale à tout ce que je fais, quoi. d'accord, oui. Et de ce que tu disais, je trouvais ça intéressant. Ça t'a pris du temps de trouver ton rythme, entre guillemets? Oh, je suis toujours en train Toujours en recherche? Oui, non, trouver, t'inquiète pas. Je pense que moi aussi et qu'on n'est pas seul. Ouais, ouais, clairement, hein. Clairement, clairement. Après, par exemple, ça m'arrive quand même de dessiner pour le chill, quoi. C'est voilà, de prendre une feuille blanche ou mon iPad et puis je sais pas ce que je vais dessiner, je chope un truc qui me tente bien et puis une pose qui a l'air sympa et puis un perso dont j'ai envie de faire un fan art et puis voilà, quoi. Mais pour le chill, quoi. D'accord. Mm. Et qu'est-ce que ça a de spécial Attends, je vais mieux formuler ma question, mais est-ce que un dessin de chara design a quelque chose en particulier dans l'approche, à part le mind map dont tu parlais? Bah, en fait, le chara design, c'est un design de personnage. Donc, le personnage, il faut qu'il ait l'air. Faut pas que ce soit juste une coquille vide et jolie, en fait. D'accord. Donc, c'est un personnage qui doit dire sur l'extérieur ce que le personnage est à l'intérieur. Un personnage qui va être extraverti va pas du tout avoir le même design qu'un personnage qui est introverti, par exemple. Il aura pas la même pose, il aura pas il dégagera pas la même chose. Donc, tu vas pas utiliser les mêmes, comment dire, tu vas utiliser le même langage, mais par exemple, tu vas peut-être utiliser des trucs qui sont plus arrondis ou qui vont être au contraire plus carrés, etc. pour un personnage qui va être plus structuré, plus fort, plus. Donc, faut aussi connaître un petit peu ce que tu veux dire du personnage en fait pour savoir comment l'illustrer. Et ça, c'est toujours un truc que je suis en train d'expérimenter parce que je suis pas. Enfin, c'est un truc que j'aime faire, le chara design, etc. J'en fais de manière, des fois, peut-être un petit peu, comment dire, pas naturelle, mais
On aime créer des personnages, on aime un petit peu les designer visuellement, si tu veux, mais faire du chara design pour, par exemple, pour l'animation, pour le jeu vidéo, etc. Là, il faut vraiment aller encore plus loin vers connaître la backstory du personnage pour voir comment cette backstory-là va se traduire visuellement. Et c'est ça qui est intéressant, en fait. C'est essayer de voir comment l'intérieur du personnage se voit à l'extérieur, en fait. Et ça, je trouve ça super, super intéressant et super important. Et je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent justement pour dessiner des persos qui font beaucoup de... justement, qui vont uniquement vers ce côté juste visuel et juste dessiner cette coquille extérieure qui est très, très jolie, très visuelle, qui va répondre à des clichés, entre guillemets, parce que c'est des trucs un peu faciles à sortir, tu vois. Et par contre, aller gratter vraiment derrière sur pourquoi est-ce qu'il est comme ça. Donc, si ce personnage-là dégage, je sais pas moi, de l'assurance ou au contraire une fragilité, comment ça se traduit, je trouve ça encore plus intéressant en fait à étudier. Oui, en vrai, t'as anticipé ma question, parce que justement, j'allais te dire si le caractère d'un personnage transparaît par son apparence, est-ce que du coup, c'est pas un peu limitant, etc. Mais du coup, tu as répondu en quelque sorte. Ouais, je trouve pas que ce soit limitant, au contraire, je trouve que ce qui est limitant, c'est justement un peu les lieux communs dans lesquels, par exemple, on va aller de prime abord. Et je sais que je suis là aussi une des premières, enfin je dis ça, mais je suis aussi une des premières à dessiner un truc, tu sais, genre on te dit un elfe, alors du coup tu vas dessiner forcément une espèce de grande tige avec parce que c'est l'image qu'on a, l'image vraiment purement cliché, quoi. Mais aller chercher un personnage un peu plus subtil, un peu plus travaillé, ce sera peut-être plus intéressant que dessiner juste un joli perso de l'extérieur, quoi. Ah, c'est vraiment la partie du dessin qui m'intéresse beaucoup, le chara design, parce que j'aime beaucoup dessiner, mais je suis bien moins doué que toi. On commence tous quelque part, hein. Même moi. Disons que je pars de loin. Il y a 10 ans. Oui, non, c'est pourquoi vraiment ça m'intéresse beaucoup, c'est parce que t'en parlais d'ailleurs dans ton interview avec Simo, que tu disais que pour toi l'écriture et le dessin sont très liés. En vrai, pour moi, c'est vraiment pareil. J'ai trop du mal à poser un personnage par écrit si je l'ai pas dessiné avant, si je sais pas. Je sais pas comment il est habillé, mais je sais comment il est habillé dans ma tête, mais je vais avoir besoin de le dessiner, tu vois, pour je sais pas, je me dis voilà, j'ai sa photo, c'est facile à décrire maintenant, vu que je sais à quoi il ressemble. Ouais, c'est vrai. Mais oui, bon, après j'ai des soucis genre en anatomie, en morphologie, en posture et tout. Ouais, j'ai toujours du mal à dessiner les pieds et les mains, c'est pas... C'est vrai? Oui, je sais pas, j'ai toujours du mal des fois à dessiner vraiment genre la bonne expression que j'ai en tête, à dessiner... j'ai des limitations aussi, hein, mais je veux dire, je les dessine mieux qu'il y a 5 ans, et je les dessine sans doute moins bien que dans 5 ans, donc je pense que ce qui est bien, c'est que c'est un truc qui est en perpétuelle amélioration du moment que tu passes du temps dessus, quoi. Donc c'est... Faut dire, tu stagneras ou tu régresseras que si tu fais rien, enfin que si tu arrêtes de dessiner. Oui, quoi. Donc, oui, c'est sûr. D'ailleurs, c'est vraiment un truc que j'ai pu voir sur ton DeviantArt, entre tes dessins juste de 2017 et ceux les plus récents. Mais vraiment, bon, après, ceux de 2017 sont vraiment très beaux. J'ai pas ce niveau-là, tu vois. Mais vraiment, entre 2017 et maintenant, je trouve que vraiment, t'as énormément progressé. Je le vois aussi, mais en général, je le vois genre 3 métros en retard, mais... Oui, tu le vois après coup, oui. On est les moins bien placés, justement, pour voir ça, quoi, mais moi, par exemple, ça m'était arrivé de redessiner, genre, j'avais redessiné un personnage, un fanart que j'avais fait, genre, 10 ans avant, je crois, quelque chose comme ça. Et c'était déjà un dessin que j'avais adoré à l'époque, je trouvais bien. Et je me suis dit, quand j'ai refait, je fais ah ouais, quand même, enfin, tu sais, c'est là où tu vois, ah oui, il y a quand même de l'évolution. C'est quelque chose que j'avais pas forcément réalisé à ce moment-là. C'est la dame assise sur une fontaine, c'est ça? Ou pas du tout? Alors, il y a celui-là que j'ai fait récemment. Alors, ça, oui, je pense que clairement, on voit la différence.
Mais non, je pensais plus à... C'était un fanart de l'ESA des dragons, des chevaliers dragons de Perne. C'est une nana avec un dragon doré derrière elle. Et, euh, je l'avais fait il y a super longtemps aussi. Et donc, la refaire, genre 10 ans après, avec un style un peu plus cartoon qu'à l'époque, je me suis dit, ah ouais, purée, il y a du level up, quoi. Ça fait plaisir, ça rassure. Ah ouais, oui, ça c'est sûr. Mais du coup, t'en as un peu parlé avant, mais comment est-ce que tu définirais ton style? Un joyeux bordel. Je pense que c'est clairement un style... Oh, j'en sais rien. Je pense que c'est toujours compliqué de définir son style. Clairement occidental. Clairement cartoon, mais cartoon dans le sens qui provient de l'animation. Je pense que ça, c'est... Ok. On peut pas me le retirer. Mais pas cartoon dans le genre personnage bubblegum, genre Nickelodeon, quoi. Je pense que j'ai peut-être un style plus semi-réaliste, je dirais. Ouais, plus semi-réaliste qui tend vers le dessin animé, quoi. Ou comment dire, l'industrie de l'entertainment. Oui, Je sais pas si je c'est vois. clair. Moi, ça me parle. Le chat, j'espère que ça leur parle un peu. D'une certaine manière, j'ai trouvé ça un peu. Enfin, ton style est parfois un peu proche, tu sais, de ce que fait Ankama, par exemple. En Kama, c'est déjà un peu plus manga. Ah oui, tu trouves? Ok. Oui, je pense. Ok. J'y connais rien, tu as sans doute raison. J'en profite pour passer le bonjour. Je vois Cathy Cut dans le chat. Coucou, Cathy Cut. C'est une de mes grandes amies dessinatrices. Ah, Ouais. Et il y a Camille aussi. Camille, coucou Camille. Oui, il y a Camille, Lisaël, Cathy. Je voulais pas te couper pour dire bonjour aux gens qui étaient là. Et Maddy, bonjour Maddy. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte parce que du coup, j'écoute les replays, parce qu'après, ils sont sur YouTube et ils vont être sur Spotify. Et je vous dis, quelqu'un qui écoute ça sur Spotify, du coup, vous pouvez me suivre sur Instagram pour savoir quand seront les prochains. Oui, c'est sûr que tu rates un peu une partie du chat et de tout ça, quoi. J'allais te demander quelles sont tes premières créations. Est-ce que tu en es fier aujourd'hui? Mais ouais, tu as un peu répondu. Mais est-ce que tu veux en parler un peu plus? Fier, je sais pas si on peut être fier. Est-ce que tu les assumes? Oui, je les assume complètement. Je me souviens d'un fanart que j'avais fait quand j'étais au collège de Wendy de Peter Pan. Et je me souviens, je sais pas, j'étais à fond dans tout ce qui était Disney. À l'époque, j'ai dessiné la petite sirène et tout ça. Et je me souviens que j'étais hyper fan de ce dessin-là et je le montrais à tout le monde. Et en fait, pour moi, il était dessiné comme la Wendy, comme mon modèle, quoi. Et je me souviens d'avoir revu ce dessin-là. Je l'ai plus en ma possession, mais je l'avais revu après, plus tard. Et en fait, ça ressemblait à une cacahuète, tu sais, au niveau de la forme. Et du coup, si j'ai vraiment l'impression d'avoir enlevé des lunettes ou d'un coup, ça va bien. Et ça m'a fait cet effet, je me suis putain, en fait, quand j'avais montré ça à ma famille, à mes amis, machin, qui me disaient, ah ouais, c'est bien. Je comprenais pas ce haussement de sourcil. Parce que je trouvais qu'il était très bien. Mais, et puis ouais, des années après, je me suis dit, ah ouais, quand même, bon. Attends, mais j'ai envie de voir Wendy Cacahuète maintenant. Mais je sais pas où est-ce qu'il est passé ce dessin-là. Peut-être qu'il est dans les... Je sais pas où est-ce qu'il est passé. Ok. J'aurais jamais cru entendre une Wendy qui ressemble à une cacahuète. Si, je t'assure. Mais t'en as parlé un peu au début de ton activité d'indépendante. Pour toi, quels sont les avantages et les inconvénients à être indépendante? Alors, pour moi, c'est toujours un peu compliqué parce que j'aimerais bien être indépendante, mais pour l'instant, je ne le suis qu'à moitié. Parce que c'est compliqué. Pour l'instant, je suis employée dans une boîte, dans un studio d'animation. Je voulais me lancer en freelance de manière intégrale, mais pendant le Covid, c'était un peu compliqué. Et puis il y a ce côté aussi un peu lâcher prise ou lâcher la sécurité d'un emploi ou même d'un chômage. C'est un peu compliqué quand t'as pas forcément
ni confiance en toi, ni les reins solides, ni où tu te dis, enfin, j'ai quelques commandes ici et là, mais ça, c'est pas ça qui va me permettre d'acheter, de mettre à manger sur la table et de payer ma maison, quoi. Donc, pour l'instant, j'ai fait le choix pour l'instant de retourner en studio d'animation pour un peu mieux préparer ce passage en fait plus tard, donc je sais pas quand, au côté freelance, quoi, parce que j'aimais bien quand j'étais justement pendant tout le Covid où j'étais au chômage en fait, et où j'essayais justement d'asseoir, d'améliorer ma visibilité sur Facebook, enfin je veux dire sur Facebook, sur Instagram, de proposer les Twitch. Ça c'était aussi, je pense que ça fait partie de un peu la stratégie entre guillemets de, de s'installer, d'être un peu plus visible. Et puis ça permet aussi de se connecter aussi humainement avec plein de gens, ceux qui sont sur le chat, Isaël, Katy Cut, etc. Camille aussi, Camille avec qui on a sympathisé aussi. Et je pense que j'ai pas encore eu j'ai encore besoin d'un petit peu de sécurité avant de me sentir que c'est le moment de passer en freelance en fait. D'accord. C'est très clair. Non, Mais, c'est clair, ouais. Mais je pense que pour l'instant, c'est clairement un truc vers lequel j'ai envie d'aller. Après, mon envie va peut-être changer, j'en sais rien. Mais en fait, j'ai vraiment eu cette envie-là après une très mauvaise expérience, après une expérience en fait de salarié qui s'est mal terminée, où j'en suis sortie un peu échaudée du salariat, très très échaudée même. Et que je me suis dit que j'en avais marre de travailler pour les autres, pour qu'ils me marchent dessus, qu'ils me considèrent comme un paillasson. Et que peut-être que le moment était de travailler pour moi, en fait. Parce que c'était ça qui me faisait du bien à cette époque-là. Et voilà, quoi. Ok, mais c'est super intéressant. Je rebondis là-dessus. Est-ce que tu penses que surtout en tant qu'illustratrice indépendante, c'est nécessaire d'avoir une communauté, enfin, ou du moins de partager ce qu'on fait sur les réseaux sociaux ou faire des lives? Je pense que c'est utile, mais c'est pas forcément obligatoire. Ça dépend, je pense, à partir de quel moment ou quel genre d'artiste indépendant, quel genre de freelance tu veux être. Il y a des gens qui arrivent à trouver du taf. En fait, du moment que tu arrives à trouver du taf par un moyen ou par un autre, tu arrives à vivre de ton art, quoi. Il y a des gens qui vont, par exemple, plutôt faire des commandes via le réseau peut-être traditionnel. Après, je suis peut-être pas la mieux placée pour ça, quoi, mais par exemple, je me suis fortement renseignée. Je me suis rapprochée d'un podcast et d'un groupe qui s'appelle le Sens Créatif, qui, Ok. soit dit en passant, pour ceux, justement, les artistes de l'image, etc., c'est un podcast qui est extrêmement intéressant à écouter, qui essaie de combattre aussi, justement, tous les espèces de lieux communs pour le syndrome de l'imposteur, la peur de l'échec, la peur de la réussite aussi, la peur tout court, la peur de se lancer, etc. Je pense que c'est très, 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 très intéressant et très bon. Où je me suis pas mal retrouvée dans pas mal d'interviews. C'est aussi des interviews d'artistes vraiment de tous les horizons. Et je sais plus où est-ce que je voulais aller avec ça, mais en tout cas, c'était. Je sais plus, excuse-moi, c'était quoi ta question, que je revienne un petit peu à la base. Tu m'entends? Pardon, j'avais coupé mon micro parce qu'il y avait des bruits parasites. Désolé, je parlais dans le vent depuis tout à l'heure. Je disais, ma question à la base, c'était est-ce qu'il y avait une nécessité d'être sur les réseaux sociaux et de partager ce qu'on fait quand on est artiste indépendant? Justement, grâce à Sens Créatif, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui réussissaient à trouver du travail sans forcément avoir une communauté de followers blindés, etc., quoi, et qui arrivaient à vivre de leur art, mais à vivre de commandes, quoi. Après, c'est peut-être un type de freelance d'artiste particulier
Après, tu as ceux qui vont peut-être justement plus miser sur leur communauté et qui vont peut-être là plus se vendre eux et leur production personnelle plutôt que de répondre uniquement à des commandes de, d'une entreprise ou de comment dire, de particuliers. Oh, pardon, excusez-moi, de Non, particuliers. t'inquiète. Et donc, je pense qu'il y a des profils un peu différents, mais c'est vrai que le fait d'avoir des communautés, d'avoir des réseaux sociaux, etc., ça a ouvert, à mon avis, un pan en fait pour subvenir à leurs besoins, aux artistes qui n'existaient pas forcément avant. Enfin, je vois par exemple, je suis sur Patreon par exemple, et du coup on a un rapport avec les gens qui nous financent comme ça, euh, qui est vraiment particulier, et avec ça on arrive à faire, à produire en fait du dessin à soi qu'on peut partager avec des gens privilégiés entre guillemets. Et ça, par exemple, bah, avant les réseaux sociaux, avant Patreon, avant ça, bah, ça n'existait pas vraiment, quoi. Ou alors, ça existait pour uniquement les gens extrêmement connus qui vivent peut-être juste d'exposition, et encore, je suis même pas sûre, mais euh, tout le côté digital, enfin, je parle de Patreon, mais Tipeee fait pareil. Mais je pense que ça a ouvert aussi tout un champ de rémunération en fait qui n'existait pas forcément avant, et ça je trouve ça plutôt pas mal parce que justement comme freelance et artiste indépendant c'est quelque chose qui est très précaire et très multiforme aussi, bah, ça rajoute une source potentielle de revenus qui peut être intéressante en fait. Est-ce que tu peux expliquer en 2 mots comment ça fonctionne Patreon? Ah oui, bien sûr. Bah, en fait, Patreon et Tipeee, Tipeee, c'est le pendant français. En fait, c'est un peu le même principe. En fait, c'est une forme de mécénat. C'est en fait, c'est un peu le même principe que Kickstarter que Ulule, mais vraiment à la longue. C'est-à-dire que c'est une plateforme de financement d'artistes. Alors, ça peut être des artistes comme moi, ou alors des musiciens, des écrivains, je sais pas moi, enfin. Des artistes vraiment des sculpteurs, j'en sais rien, voilà. Et en fait, bah, les gens vont, comment dire, l'artiste propose en fait des niveaux de rémunération différents. Donc ça peut être, par exemple sur Patreon, en général, c'est autour de 1 ou 2 dollars, ou 1 ou 2 euros, jusqu'à, en fait, c'est toi qui fixes en fait le montant. Et en fait, les gens vont te financer mensuellement. Donc ils t'offrent pas, mais ils te donnent bah, en fonction de donc, 1 euro, 2 euros, 3 euros, ou 10 euros, 25 euros. Et en fonction donc, de ça, bah, tu vas en fait leur fournir des accès ou des accès privilégiés. Moi, par exemple, je leur poste des dessins que je poste pas sur les réseaux sociaux, par exemple. Je leur poste tous les step by step, c'est-à-dire toutes les étapes du croquis jusqu'à la phase finale. Je peux leur proposer des vidéos aussi exclusives. On peut leur proposer aussi par exemple, de recevoir imaginons des planches de stickers aussi exclusives. Ça peut être aussi, il y en a qui font par exemple, qui envoient des sketchbooks aussi, qui font uniquement pour ça, et qui ne sont disponibles que via ce truc-là. Il y en a qui proposent des tutoriaux uniquement par ce truc-là aussi. Euh, donc en fait, il y a une pluriforme en fait de ce que tu peux proposer en fonction de ce que tu fais. Par exemple, bah, quelqu'un qui fait de l'écriture va peut-être pas, bah, évidemment, va pas proposer la même chose. J'ai une amie, donc Elodie Lorette, qui est aussi sur Patreon. Sur Patreon. Utilise le terme que tu veux, t'inquiète. C'est ça. Et par exemple, elle propose des ateliers d'écriture, par exemple. Il y a, bah, les musiciens vont proposer des accès, je sais pas, des accès en avant-première à des morceaux, ou alors à partager tout le côté backstage en fait de leur vie d'artiste en fait. Et ça, je trouve ça super cool en fait. Je trouve ça, c'est un accès qu'on a à la création avec un grand C, qu'on n'avait pas forcément jusqu'à maintenant. Et donc, en fait, bah, des gens, du coup, me financent via Patreon, mais j'aide aussi, enfin, moi, je finance aussi des artistes de mon côté.
des artistes que j'aime bien, dont j'aime bien voir comment ils fonctionnent aussi, parce que ça m'inspire aussi, ça me donne à voir d'autres façons de faire que ah tiens, j'avais pas pensé à ça, tu vois. Et je trouve ça super intéressant. Ah oui, oui, je suis assez d'accord, c'est super enrichissant de voir comment est-ce que les gens qui... Oula, ne t'étouffe pas. Oui, j'avais une traverse. Ça va bien? Ouais, c'est bon. Ok. Oui, je disais, je trouve ça intéressant de voir comment est-ce que les gens qui créent dans le même domaine que nous s'organisent, créent tout simplement. Ouais. Et ça peut être vraiment intéressant. Je t'avoue que je connaissais, en gros, je savais comment ça marchait, mais je pensais pas que c'était si développé et tout. Enfin, vraiment, je trouve ça trop trop cool. Je pense que, moi, j'ai mis un peu le doigt là-dedans qu'il n'y a pas si longtemps que ça. Je pense que j'ai commencé à financer des gens qu'à partir du moment où j'étais au chômage, donc là, au mois de février-mars, je crois, quelque chose comme ça. Mais sinon, j'ai l'impression qu'en France, on est un peu plus frileux. Je sais pas, c'est pas encore rentré forcément dans les mœurs, j'ai l'impression. Oui, c'est vrai. Je partage un peu cet avis. Est-ce qu'il y a une illustration dont tu es particulièrement fier? Oh là. Alors j'aurais envie de dire justement June sur sa fontaine, parce que ça a été un gros challenge, ce dessin-là. Et j'en suis plutôt contente parce que ça a mêlé beaucoup de choses. Du coup, c'est un redraw, donc c'est un dessin. J'ai redessiné un dessin que j'ai fait, je crois, à la base, c'était en 2006. Donc, ça participe un peu à se rendre compte qu'on a évolué dans son trait, qu'on s'est amélioré. C'est un des personnages principaux de mon roman, donc c'est un peu mon bébé à moi, tu vois. Et en plus, c'était une illustration, une full illustration en fait, c'est-à-dire qu'il y avait un décor dedans. Et je sais que j'ai du mal avec les décors. C'est quelque chose dont je suis pas, c'est pas hyper naturel chez moi. Je suis plus ce côté personnage que vraiment décor, etc. Donc c'était vraiment un challenge pour moi justement de mettre un personnage en situation. Et même si à mon goût, il a pris beaucoup trop de temps à faire. Ah oui? Il a été très très long à sortir, ouais. J'ai mis des mois en fait à le finir. Je crois que j'avais commencé je sais même plus. Je pense qu'il a pris bien 4 ou 5 mois à faire en tout ce dessin. Ok. Ouais, parce que je voulais vraiment le faire vraiment avec toutes les étapes. Je voulais pas forcément justement brûler les étapes, donc du coup j'ai commencé avec le sketch, final, et puis après à bien poser la perce derrière, et puis ensuite à faire ce qu'on appelle les thumbnails, enfin tu sais, des vignettes pour avoir une idée de l'ambiance de couleurs que je voulais avoir. Et ça a pris du temps. Enfin, toutes les étapes ont pris beaucoup plus de temps que ce que j'avais prévu. Et au final, je voulais faire en fait 2 ambiances de couleurs, deux ambiances de lighting en fait, et j'en ai fait qu'une parce qu'à la fin j'en pouvais plus. Mais même si la deuxième, je pense que je la ferai un jour ou l'autre, mais pas tout de suite quoi. Mais je pense que c'est celle-là qui ressemble le plus à un aboutissement en fait. D'accord. Ouais. C'est quoi qui est le plus long quand tu dessines? Oh là là. En général, je mets beaucoup de temps à faire le sketch principal parce que encore là, je partais, vu que c'était un redraw, je partais pas de rien. Donc j'avais déjà une pause, j'avais déjà un truc comme ça, mais en général, je pars toujours sur des petites vignettes de posing. Donc ça peut prendre du temps, ça peut prendre quelques heures. Et puis après, je vais prendre quelques heures à faire le croquis final. Et puis après, je vais prendre quelques heures à faire le line. Et puis après, je vais prendre je pense que là où je perds beaucoup de temps, c'est quand je fais mes flats. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fait donc le croquis, en gros la pose est validée entre guillemets, que je fais mon line, donc le contour du personnage. En général, je passe souvent par une phase où je mets mes aplats de couleurs, c'est-à-dire les couleurs ce qui s'appelle des couleurs locales, c'est-à-dire les couleurs du personnage sans qu'il y ait d'ombre, sans ombrage, sans lumière, c'est ça?
plats, quoi, des aplats. D'accord, oui. Et ça prend extrêmement de temps. Je pense que je pourrais beaucoup plus accélérer ce step-là, cette étape-là. Mais j'ai tendance à bien vouloir que tous les pixels soient bien correctement. Et celui-là, c'est. Voilà, je pense que j'ai un petit peu le côté, le syndrome de. Je veux que tout soit parfait. Et du coup, je prends beaucoup de temps à finir les trucs. Et même en général, je sais que Lisa, elle pourra pas te dire le contraire. Elle est un peu perfectionniste, ouais, c'est ça. Ouais, par exemple, c'est bon là. Bon, là, je pense que j'ai terminé et je vois toujours un truc que je pourrais améliorer. Et du coup, à la fin, même si je dis que c'est bon, faut savoir terminer. Et en fait, 5 minutes après, même des fois, en fait, j'arrête le stream. Et souvent, je me dis merde, ça, il faudrait que je l'améliore. Donc, souvent, j'améliore 1 ou 2, 3 trucs à la fin, même après le stream où j'avais dit que c'était fini, quoi. Donc, voilà, il y a des fois où il faut savoir s'arrêter. Et des fois, j'ai du mal. Ça, c'est une grosse question. Comment est-ce que tu sais qu'un dessin est fini? Il est fini au moment où tu te dis let it go, comme a dit la Reine des Neiges. Et des fois, c'est ça le plus dur, en fait. Alors, il y a des fois où ton corps te dit stop, arrête tes conneries, ça suffit. Il y a des fois où ta fainéantise te dit c'est bon, passe à autre chose. Et puis il y a des fois où tu fais t'as envie de pousser, t'as envie que ce soit vraiment le meilleur truc que tu aies pu sortir. Et ça aussi, je pense que c'est un apprentissage que j'ai aussi appris via l'écriture. C'est que faut accepter. En fait, voilà, faut accepter que ton texte soit pas parfait avec un P majuscule, avec fioriture, etc. C'est juste comment dire, la version la meilleure qui était pu faire à un instant T. Et peut-être que ça aurait pu être meilleur le lendemain, voilà, mais non, là c'est un instant T, c'est le meilleur, je passe à autre chose. Et ça, je pense que c'est un truc qui est important à apprendre, j'ai l'impression. Oui, vraiment, je suis entièrement d'accord avec toi parce que mon premier livre, du coup, que j'ai fini en. Quand est-ce que je l'ai fini? Je crois que j'ai fini la réécriture en 2018. Et vraiment, là maintenant, quand je le relis, je me dis il est perfectible, tu vois. Si je devais le réécrire, je le réécrirais pas comme ça. Mais je me souviens qu'au moment où j'ai fini la dernière relecture, la dernière réécriture, la fin de la fin, je me suis dit, ok, genre, même s'il y a des trucs à améliorer, je peux pas. Genre, je suis au bout de ce que je peux faire. Mais ça peut être assez dur au début de se dire, je vais sortir un truc que je sais pas imparfait. Mais il faut passer par là pour un peu s'améliorer. Complètement. Mais je pense qu'il faut enfin en tout cas dans l'écriture, il faut abandonner cette idée de texte, en plus de texte parfait, déjà dès le premier jet ça t'oublie. Non, faut accepter que ce que tu vas sortir c'est du caca, mais c'est pas grave, et que c'est normal. Ça, je crois que c'est le truc le plus dur. Et que en fait tu sors du charbon et c'est ensuite au fur et à mesure que tu vas en faire du diamant, quoi, c'est tout. Faut accepter que ce que tu sors c'est pas du diamant, c'est ça qui est le plus dur. Oui, je suis assez d'accord. Je vois que le temps passe ultra vite. Je veux savoir un peu qu'est-ce que tu avais comme temps. Sinon je speed et je zappe des questions que j'avais prévues. J'ai toute ma soirée, tu peux y aller, ok, bon, ça va. Donc ça, si je te l'ai déjà posé. Qu'est-ce qu'on ressent quand on reçoit un exemplaire d'un artbook avec des illustrations qu'on a vues seulement sur un écran auparavant? C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme parce que, comme tu disais, pour Mermaid, je les avais jamais vus que sur un ordinateur, en fait. Et même si je les ai créés, même si je les ai pondus, même si j'ai galéré sur beaucoup, etc., les avoir sur un ordinateur, sur un écran, c'est une chose. Et l'avoir en papier, c'en est une autre, clairement. Et j'avoue que le jour où je les ai reçus, il y a un sentiment d'accomplissement qui est assez jouissif. C'est assez jouissif. Ouais, non, c'est un truc que je souhaite à tout le monde, sincèrement.
Je sais pas si c'est le même sentiment, mais j'ai vraiment ressenti la même chose quand j'ai reçu tu sais, les épreuves papier de mon livre. Je me suis dit, ah ouais, genre, tu sais, je sais pas, il y a eu un truc dans ma tête où je me suis dit, ah, mais t'es écrivain en fait. C'est vrai. Et oui, Ouais, voilà. c'est pareil quand j'ai reçu mon exemplaire de Félin, là où j'avais publié ma nouvelle. Après, peut-être que c'est différent parce que c'est une nouvelle, donc, enfin, c'est une anthologie de nouvelles, donc t'es pas tout seul dedans. Mais le fait d'avoir mon nom marqué dedans, les mots, enfin, c'est ma nouvelle à moi. Ouais, il y a aussi un sentiment d'accomplissement qui est aussi assez jouissif, clairement. Mais après, peut-être que si un jour, touchons du bois, hein, si un jour mon roman, le roman que j'ai terminé, que j'ai commencé à envoyer aux maisons d'édition, plaît et au moins à taper dans l'œil d'une des maisons d'édition, et que, je sais pas, si un jour j'arrive à le faire publier, et de le recevoir en papier, je pense que ce sera encore plus un accomplissement celui-là, parce que celui-là, il a été long à accoucher, quoi. Encore plus que Mermaid, où finalement il a duré qu'un mois. Enfin un mois à faire, en tout cas pour faire les dessins. Un peu plus après pour faire le bouquin en lui-même, quoi. Mais ah oui, c'est vrai, Lisa, elle dit que c'était émouvant d'assister ça en direct. Ah, Ouais, tu l'as ouvert en live? Ouais. Ah, trop cool. J'ai fait un. Je crois que c'était sur Twitch. J'ai fait un petit. Ou je sais plus si c'était sur Twitch ou sur YouTube, je sais plus, ou peut-être les deux. Mais j'avais fait une petite vidéo de live où j'ouvrais l'épreuve, et puis je vous montrais ce que ça donnait. C'est on a du frisson partout. Ah, ça doit être trop bien. Ah, c'est énorme. Tout à l'heure, tu parlais sur Patreon notamment qu'il y avait potentiellement des dessins originaux, pardon, Ouais. à envoyer aux gens qui te soutiennent. Est-ce que c'est difficile de se séparer d'une œuvre originale? Alors pour l'instant, je me suis séparée de peu d'originaux, pour être honnête. Ok. Je pense que pour l'instant, j'ai pas encore, en tout cas sur Patreon, j'ai pas encore fait un giveaway ou un truc comme ça. Faut que je le fasse, ce sera peut-être pas mal. La seule chose que j'avais fait pour Patreon, justement pour Mermaid, c'est que j'avais fait en fait une illustration spécifique pour ceux qui me backaient sur mon Ulule et qui aussi me suivaient sur Patreon. Ils ont reçu en fait un print que j'ai fait expressément pour eux, en fait. Par contre, je sais qu'il y a des originaux de mes précédents Inktober, notamment il y a un dessin de ma série sur les pirates qui est parti chez une copine, et un dessin de Perséphone aussi que j'ai fait l'année dernière sur ma série de personnages féminins de la mythologie grecque, qui est aussi parti chez une autre copine. Et voilà. Et là, c'était là, par contre, c'est des originaux qui sont vraiment partis, quoi. Mais en fait, les originaux, je commence à avoir beaucoup de dessins chez moi. Donc, je pense qu'au fur et à mesure, tu apprends à te distancer, même si, voilà, je sais que j'aimerais bien, par exemple, c'est toujours dans ma to-do list, de faire un second artbook avec, en fait, qui regrouperait mes 2 derniers Inktober sur la mythologie grecque. Donc j'ai fait une année les personnages féminins de la mythologie grecque et une année sur les personnages masculins, ce que j'ai fait la dernière fois, que j'ai streamé sur Twitch tous les jours. Et cela, par contre, je pense que je mettrais les originaux à vendre. Mais cela, en fait, j'étais préparée quand j'ai fait ces lives-là et quand j'ai fait ces dessins-là, que ceux-là, ils allaient partir un jour ou l'autre, quoi. Donc j'étais préparée à la séparation. Mais après, oui, j'ai déjà fait des originaux, enfin, pour des commandes ou des trucs comme ça, mais c'est peut-être pas tout à fait pareil que voilà, faire un dessin pour soi et que quelqu'un l'achète, quoi. C'est 2 choses différentes, j'ai l'impression. D'accord, ok.
Bah, écoute, ça me fait une transition toute trouvée parce que généralement avec les personnes les invités qui ont des dessins ou des choses que je peux montrer en live, bah, j'aime bien en fait en choisir 3. Et toi du coup, bah, j'ai choisi 3 illustrations. Bon du coup comme il y a un décalage, tu vas la voir dans pas longtemps sur Twitch. Et bah, du coup j'aimerais bien que tu nous parles de ça. En gros j'ai choisi 3 dessins que moi j'ai particulièrement aimés. Et voilà, est-ce que du coup de celui-ci tu peux nous en parler un peu? Bah oui, ça c'est Hades. Donc c'est le dernier dessin de la série Gods and Heroes là, que j'ai fait pour Inktober en 2020, donc en octobre 2020. Peut-être que je vais rappeler un petit peu ce que c'est Inktober pour ceux qui éventuellement savent Oui, c'est vrai que j'ai pas pensé, oui. Oui, en fait Inktober c'est un concours, enfin pas un concours, un challenge plutôt. C'est un challenge qui a lieu tous les ans au mois d'octobre, qui a été créé par Jake Parker, qui est un illustrateur américain, où en fait le but c'est de dessiner un dessin à l'encre par jour, tous les jours du mois d'octobre, en gros. Et en fait, à la base, c'est vraiment pour essayer de s'améliorer à l'encre, en fait, vraiment. À la base, c'était à l'encre de Chine, donc au pinceau ou à la plume, vraiment à la toute base. Après, ça c'est un petit peu, comment dire, Diversifié. ouais, c'est ça, merci, diversifié. En général, chaque année, il y a une liste officielle que je n'ai jamais suivie parce qu'elle m'a jamais inspirée. Et moi, j'aime bien suivre des listes qui, moi, me parlent. Et donc là, cette année, c'était les personnages masculins de la mythologie grecque. Et donc là, c'est Hadès. Et donc, c'était le dernier. C'est celui qui clôturait cet Inktober. Et donc cette année, c'est sur du papier aquarelle que j'ai fait ça. Et donc là, c'est uniquement à l'encre de Chine que j'ai fait ça. Et avec donc, des lavis, c'est-à-dire l'encre de Chine qui est un petit peu diluée, etc., pour avoir les nuances de gris. Et donc là, on voit une interprétation de Hadès avec Cerbère, une espèce de Doberman à 3 têtes, quoi. Et comment dire, j'étais un petit peu embêtée pour Hadès parce que je sais que vu que c'était le dernier et puis que c'est Hadès, il y a une grosse attente par rapport à ce personnage-là. C'est un personnage qui est très très apprécié, notamment pour tous ceux qui suivent Lore Olympus sur Webtoon. Je sais pas si tu connais. Je connais Webtoon, mais je connais pas du tout Lore Olympus. Lore Olympus, c'est un webcomic qui a énormément de succès. Je pense que c'est un de ceux qui a le plus de succès sur Webtoon, où en fait c'est une réinterprétation du mythe de Hadès et Perséphone, avec un point de vue beaucoup plus moderne. Okay. Par rapport à ça. Et donc, je voulais pas faire le Hadès de ce truc-là, de Lore Olympus. Je voulais vraiment faire ma vision, mon interprétation d'Hadès, en fait. Et donc, Hadès, comment tu le dessines, faut qu'il rappelle un peu justement les mondes souterrains, les mondes des morts, etc. Et puis, qu'est-ce que c'était un des marqueurs les plus importants de Hadès? Pour moi, c'était Cerbère, par exemple. Il y avait cette espèce de couronne là, qui sort des cheveux. Je sais pas pourquoi je fais ça. Il me semble que j'avais aussi été inspirée. Il y a un autre webtoon aussi qui est aussi sur Hadès et Perséphone. Comme quoi, ils sont vraiment hyper populaires. C'est des figures hyper populaires. Je pense que c'est Underworld où Hadès aussi a des espèces de trucs qui sortent comme ça des cheveux. Je pense que c'est ça qui m'a inspirée. Puis après, à ce niveau-là, je pense que j'ai pas grand-chose à dire de plus. T'as déjà beaucoup expliqué. Genre, je suis vraiment trop fan. Je bois tes paroles, vraiment. Merci. Non, vraiment, je saurais pas trop dire pourquoi vraiment j'aime ce dessin, mais je trouve que vraiment il diffère de toutes les interprétations qu'on a pu avoir d'Hadès. Et puis vraiment, je sais pas, j'ai trop aimé le design parce que il inspire quelque chose, tu vois, d'effrayant et d'imposant, mais sans en faire trop. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je le voulais vraiment un côté majestueux. Ouais. Et un peu solennel. Je pense que c'est pour ça, si je me souviens bien, oui, il a pas de pupille. Enfin, donc il y a le côté un peu divin que je voulais
sentir, il est très distinct. Il y a un côté aussi très, voilà, c'est un dieu, il est loin, quoi, tu vois. Ouais, je vois. Mais je pense que ça c'est un truc que j'ai réussi à insuffler à ce personnage. Maintenant, je pense que c'est clairement pas. Si j'avais eu plus de temps à passer sur ce personnage-là, j'aurais pu peut-être le faire autrement et beaucoup plus poussé. Mais c'est ça aussi qui était très intéressant pendant Inktober, c'est que bah voilà, tu fais avec le temps qui t'est imparti. Et tu peux pas passer du coup 3 jours à essayer de peaufiner la pose, peaufiner le personnage, etc. Faut faire le truc en 3 heures, quoi. Donc, enfin, en 3-4 heures. Donc, il y a des fois où faut faire des choix et faut y aller, quoi. Oui, Ouais, c'est ça, il c'est a sûr. du charisme. Il a du charisme. Il est charismatique. Je te propose de passer au dessin suivant. Bon, du coup, les deux autres ne sont pas des créations originales, ce sont des Draw It in your Style Ah oui. que tu as fait. Et bah, pareil que vraiment, j'aime beaucoup ce côté. Bah, là, du coup, tu la vois, la deuxième ou pas? Ouais, j'aime beaucoup ce côté aérien, genre la couleur des cheveux. Enfin, est-ce que tu peux, pareil, nous en parler un peu? Alors ouais, bon, Draw This in Your Style, c'est un phénomène qui a lieu depuis 2-3 ans maintenant sur Instagram. Ça a toujours autant de succès. Franchement, je pensais pas que ça durait aussi longtemps que ça. Moi, c'est très bien, ça m'arrange. Mais et donc en fait, en gros, c'est un artiste qui propose un dessin aux autres artistes à leur faire dans leur style, hein, d'où Draw This in Your Style. Et en fait, cette année, j'en ai fait énormément. J'en ai fait plus d'une vingtaine, je pense, facile. Parce que bah, pour moi, c'était une façon assez facile, entre guillemets, de remplir mon feed Instagram, clairement. Et on va pas se cacher, c'est aussi une manière très pratique pour essayer de se faire connaître en fait sur Instagram. Et en gros, si tu veux, c'est souvent ce qui est bien en fait dans les Josie Senior Style, c'est que tu as ou des très grands comptes artistiques qui en font, des gens qui ont plusieurs centaines de milliers d'abonnés, ou des fois des gens, par exemple, qui ont vraiment peu d'abonnés, qui proposent justement leur création. Et donc, du coup, tu peux vraiment avoir des trucs complètement différents. Et là, donc, si je me souviens bien, c'est Lord Gris qui avait fait ce dessin-là. Et en fait, ce que j'avais beaucoup aimé sur celui-ci, c'est que à ce moment-là, j'étais vraiment en pleine expérimentation de colo, notamment. Je crois que j'avais fait ça sur Clip Studio Paint et c'était un logiciel que je découvrais parce que je découvrais. Je l'avais utilisé justement quand je travaillais sur le manga Imperium Circus, mais sur le manga Imperium Circus, je faisais uniquement je faisais pas de couleur en fait, c'était en noir et blanc, donc voilà. Et j'avais vraiment envie d'apprendre à coloriser sur Clip Studio Paint. Et donc ça faisait partie de cette expérimentation-là, quoi. Donc voilà, c'était ouais, ce côté vraiment très aérien, très avec les avions les avions de papier, les nuages, etc. Je trouvais ça très sympa. Même si voilà, je revois le dessin et je vois plein de défauts. Ah, bon, je pense que je suis pas seul, mais moi je les vois pas du tout. Hein. Ah ouais, bah moi je vois, voilà, je sais que par exemple maintenant les yeux je les ferai pas pareil, le nez je le ferai pas pareil, la colo je la ferai pas pareil non plus. Mais voilà, ça fait partie d'un processus en fait. Donc Ok. ouais. Bah, du coup, je te propose de passer à la troisième. Du coup, ça, à la base, je crois que c'était un dessin de Justine Cunha, si je dis pas de bêtises. Ah, je vois de qui tu parles. Ah, du coup, c'est bon, tu l'as devant toi, Ouais, avec le ça, décalage c'est un de des Twitch. préférés. Justement, ça c'est un dont je suis, je pense que c'est un des deux dessinateurs dont je suis plus fière, justement celui-là. Ok. Ouais. Ou par exemple, tu vois, celui-là, je vois pas comment j'aurais pu le faire mieux, en fait. Ok, d'accord. Bah celui-là, je kiffe aussi. Je suis d'accord avec toi, Camille. Ouais, celui-là déjà, le dessin originel est vachement cool. On le voit sur le côté. C'est une illustratrice française, Justine Cunha, qui, je pense, elle a publié récemment dans le journal de Spirou. Donc, elle fait des trucs qui sont très, 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 très cool. J'aimerais bien voir un peu plus de son travail aussi, clairement. Et là, en fait, ouais, déjà dans le dessin originel, tout le travail presque en monochrome, en fait.
Je pense que c'est ça qui m'a vraiment, vraiment plu. Avec ses accents un peu violacés et puis le rouge qui pète bien, quoi. Celui-là, c'était vraiment un de mes préférés. C'est un de mes Josie Senior Style préférés, ouais. Et je pense que c'est un de ceux qui a eu le plus de succès, d'ailleurs. Ok, ok. Est-ce que tu as l'impression qu'il faut, comment dire, se rapprocher de l'original pour que le Jodie Senior Style soit apprécié ou pas forcément? Pas forcément. Moi, je sais que par exemple, Jodie Senior Style, normalement, t'es censé le faire dans ton style. Sauf que je pense que. Alors, ça, c'était un truc que je lutte toujours et j'ai toujours lutté quand je fais Jodie Senior Style. C'est qu'en général, je l'ai choisi parce que, comment dire, ce sont des dessins qui me plaisent déjà, bon, forcément, mais dont, comment dire, le rendu me plaît et j'ai envie souvent de me rapprocher de ce rendu-là, en fait. D'accord. Ce qui, du coup, est un petit peu antinomique avec Jodie Senior Style. Parce que j'ai vu plein d'autres qui faisaient justement ce dessin-là vraiment dans leur style, donc avec un rendu complètement différent, alors que moi j'ai tendance à vouloir faire comme la personne qui l'a fait, et alors que non, normalement non, c'est pas censé être comme ça. Mais en fait, moi ça me permet, c'est Josie in Your Style déjà de dessiner un personnage où en fait on a tout clé sur main, quoi, enfin clé sur porte plutôt. Mais à essayer de comprendre, de voir comment la personne a fait son truc et à voir comment je pourrais du coup incorporer certains éléments que j'aime bien dans ces dessins-là, dans mon propre style en fait. Pour moi, oui, je vois. cet exercice-là dans mon cas. Et par exemple, là je vois par exemple la forme des yeux, je sais que j'ai tendance à aller beaucoup plus dans ce... Vu que j'ai vraiment apprécié dessiner ce personnage-là, mes personnages récents, je trouve, ont tendance à ressembler plus à cette version de Jodie Senior Style que ce que j'ai pu faire dans d'autres dessins, en fait. Donc, en fait, cette Jodie Senior Style alimente aussi mon propre style à moi, en fait. Si c'est clair, ce que je raconte. Oui, très clair. Je te suis dans ce que tu dis, t'inquiète pas. Mais du coup, j'arrive sur mes dernières questions. Il y en a 3 dernières et après, on va passer à un petit jeu. Je sais pas si t'avais regardé les précédents podcasts ou pas du tout. Non, j'ai pas eu le temps. Ok, non, mais t'inquiète, pas de soucis. Oula, mince, j'ai shooté dans mon micro. Non, mais au moins, ça va, tu seras surprise, pardon, et tes réponses seront spontanées. Du coup, comment est-ce qu'on s'entraîne au dessin? Comment on s'entraîne? Il y a plein d'exercices qu'on peut faire. Moi, je sais que là où j'avais commencé vraiment à m'entraîner, c'était à faire des dessins d'après modèle vivant. Les croquis de nuit, il y a que ça de vrai, clairement. Si on veut s'entraîner à faire des personnages, des gens, c'est à choper l'anatomie, par exemple, à choper les proportions, comment dire, le poids, la gesture. Enfin, et des fois, j'ai les mots en anglais qui viennent, c'est chiant. La gestuelle, etc. Je pense que c'est hyper formateur. La plupart vont dire dessine à partir de la vraie vie, quoi. Je veux dire, si tu veux dessiner des maisons, dessine des maisons dessine des paysages à partir des paysages que tu peux avoir sous les yeux. Après, moi, je sais que par exemple, ça c'est un truc qui m'a toujours profondément emmerdée. Donc je suis pas forcément, à part pour les croquis de nu et tout ça au contraire je recommande à fond les ballons. Maintenant je sais que par exemple dessiner ce que je vois sur ma table basse là, non, ça va me faire chier, quoi. Je l'ai jamais fait et j'ai pas envie, donc même si je me dis que ce serait sans doute l'exercice, tu sais, c'est comme les pianistes, ils font leur gamme. Et Dieu sait, j'ai fait du piano pendant 6 ans, donc je sais ce que c'est de faire ces gammes. C'est chiant comme la pluie, c'est relou. Mais malheureusement, c'est nécessaire pour apprendre à jouer, quoi. Enfin, pour apprendre à jouer bien. Mais voilà, je déteste faire mes gammes. Du coup, je déteste faire ce genre d'exercice. Du coup, je
je pense que pour s'améliorer, enfin pour dessiner, bah faut dessiner ce qui nous plaît, sans pour autant oublier, sans pour autant faire l'impasse sur faire des exercices pour s'améliorer en fait. Faut essayer de jongler, de jumeler les deux, et des fois c'est pas évident. Donc ouais, enfin moi je sais que par exemple, voilà, j'ai toujours dessiné, voilà, quand je disais les Torgal, ouais, j'étais fan de Torgal. Je suis toujours fan de Torgal, bah, j'ai dessiné plein de dessins de Torgal, de Yakari, de Sailor Moon, etc. Mais je me suis pas arrêtée qu'à ça en fait. Voilà, donc j'ai fait des croquis nus, j'ai fait d'autres trucs aussi à côté et tout ça, et ça a nourri, tout ça a nourri mon dessin quoi. Et puis j'ai jamais lâché. Faut juste pas lâcher aussi quoi. Mais pour ne pas lâcher, faut toujours garder le plaisir de ce qu'on fait. C'est ça qui est le plus important quoi. Ok. Ok, c'est un très beau message de persévérance que tu donnes. Qu'est-ce que tu dirais à la Karel du début, qui commence à dessiner et qui a envie de travailler dans l'illustration? Oh là là. Tu peux prendre ton temps, t'inquiète pas. Ce que j'aurais envie de lui dire, c'est de ne pas attendre que les gens viennent lui donner les choses. Je pense que j'ai toujours cette tendance-là. Je suis en train d'essayer un petit peu de lutter contre ça, mais j'ai toujours eu cette tendance à me dire que que les gens viendront me donner, pas forcément dans le genre je demande et ils me donnent, mais dans le sens où je sais pas comment expliquer ça. Tu veux dire, si par exemple tu veux travailler avec quelqu'un, de plutôt aller lui proposer plutôt qu'attendre qu'il vienne à toi, c'est ça? Ça, mais aussi par exemple, tu vois, comme je disais, j'ai toujours voulu faire de l'animation depuis que je suis vraiment toute petite, mais j'ai toujours eu dans l'idée que un jour, j'allais apprendre de quelqu'un. D'accord. Qu'on allait me transmettre, qu'on allait me donner cette connaissance-là. Et que le jour allait venir, que voilà. Et ce qui fait que je pense que ça m'a fait perdre du temps. D'accord, ok. À attendre qu'un jour l'information me vienne. Je sais pas si. Mais aussi, je pense que j'ai toujours été quelqu'un de très, très scolaire et très qui aime apprendre comme ça en fait. Et apprendre par moi-même en tant qu'autodidacte, c'est quelque chose où j'ai toujours eu beaucoup de mal. Même encore maintenant, j'ai toujours l'impression qu'il faut qu'on me transmette quelque chose d'humain à humain, si tu veux. Et que moi, toute seule, à potasser des trucs toute seule de mon côté, j'ai l'impression que c'est pas ma voie d'apprentissage. Je sais pas si c'est très clair. Si, c'est très clair, oui. Mais je pense que peut-être que essayer d'apprendre peut-être plus de choses par moi-même que d'attendre qu'on me donne de la connaissance, ça pourrait peut-être ça aurait peut-être pu me faire gagner un petit peu de temps. D'accord, ok. Mais c'est super intéressant comme retour. Bah, du coup, j'espère que ça aide des créateurs dans le chat. Je sais pas. C'est aussi perdu que moi. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite? D'avoir moins peur. D'avoir moins peur sur plein de choses et de peut-être de plus hésiter à me lancer. Je pense que la peur est extrêmement paralysante. La peur de tout, la peur de manquer, la peur de pas être bonne, la peur de pas être intéressante, la peur de pas faire quelque chose de bien, la peur de voilà. Et puis je pense que dans mon futur moi, en espérant qu'un jour justement je réussisse à vivre justement et du dessin et de l'écriture, de pas avoir peur de se lancer, ouais. Ok,
Ok, ben, Camille t'encourage dans le chat. Il y a quelqu'un dans le chat au début qui te posait une question, je crois que c'était est-ce que tu as des projets en cours? Des projets perso? Je crois que c'était plus tourné sur l'écriture ou l'illustration. Pour l'illustration, je pense que pour l'instant, ce que j'aimerais faire vraiment dans l'immédiat, c'est justement m'améliorer, prendre les choses en main et m'améliorer justement au niveau chara design. Parce que tu vois, justement, ça c'est un truc où je me disais que j'allais apprendre ça, on allait me transmettre ça, et en fait, non, il faut vraiment il faut que je fasse et pas que j'attende qu'on me transmette. C'est là. Oui, je vois. Et donc voilà, ça, je pense que pour l'instant, Chara Design, là, on a le projet du Character Design Step Challenge qu'on va faire sur mon Discord. On est plusieurs artistes à vouloir designer. En fait, c'est un challenge. Je lis. Non, t'inquiète. Un projet illustration et écriture, oui. Donc c'est un projet de challenge de Chara Design que propose l'artiste Step, qui est aussi sur Twitch, et qui propose en fait de designer des personnages un peu comme pour un jeu de rôle en fait. Ok. Donc on a des personnages, des types de personnages et des classes de personnages. Et ça, je pense que de toute façon, je vais streamer ça sans doute pendant ce mois-ci. Pardon, comment dire, le challenge a lieu pendant ce mois-ci, donc à mon avis, je vais travailler là-dessus. Mais ce que je voulais aussi beaucoup, c'était justement travailler sur les chara design, notamment pour améliorer mon portfolio. Ok, d'accord. Sur mon site internet. Donc c'est carelclara.fr. Parce que je trouve qu'il est un petit peu encore faiblard à ce niveau-là, et comme c'est un peu là-dessus que je voudrais me vendre, c'est un peu con que ce soit la partie un peu la plus faiblarde. Et donc justement, je voudrais... j'ai plein de projets justement à ce niveau-là de chara design, donc j'étais en train, avant de me lancer là dans le chara design de Step, là, je voulais designer les 3 mousquetaires. Donc partir de, voilà, à tous pour tous Aramis, d'Artagnan, pour faire vraiment un exercice de chara design comme on pourrait le faire en école. Donc vraiment essayer de pousser le truc de manière très, pas très scolaire, mais vraiment de faire les étapes comme on aurait pu faire éventuellement en tout cas dans une école ou dans un exercice, dans un portfolio qu'on peut montrer à genre si je montre ça à Disney par exemple, ils vont faire c'est intéressant, tu vois. Ok. En gros. J'aurais bien voulu aussi un peu dans le même style. Enfin, ça, c'est par exemple un projet que je traîne depuis très très longtemps au niveau illustration. C'est que je rêve de voir un jour une adaptation en dessin animé de Barbe Bleue. Et je me disais, ça pourrait être un truc génial justement de designer, de faire du visual development de Barbe Bleue. Donc, c'est-à-dire faire designer les personnages, designer un peu quelques décors par exemple, designer des props, enfin la petite clé, designer des éléments de cette histoire-là, parce que c'est un conte de fées qui m'a toujours fasciné. Et qui Moi, ça me faisait très peur, Barbe Bleue, quand j'étais petit. C'est pour ça que c'est ça qu'on aime bien. Hein. C'est pour ça qu'on aime bien. Jumeler le côté un peu conte de fées et puis serial killer, quoi. Je pense que c'est le truc qui marie parfaitement des deux côtés de ma personnalité qui, d'habitude, on se demande ce qu'ils font ensemble. Mais je pense que du coup, c'est ça. Tu n'es pas une tueuse en série quand même. Non, mais j'ai une fascination pour fascination. Je sais pas si on peut dire fasciné, fascination, mais un intérêt. C'est un phénomène qui m'a toujours interpellée, à savoir comment est-ce que des gens en arrivent là, quoi. Enfin, donc du coup, c'est quelque chose qui m'a toujours je sais pas si fasciné est le bon mot, mais qui m'a toujours interpellée. C'est quelque chose je me suis toujours un peu intéressée, j'ai lu des bouquins, etc. Donc, justement, jumelé du coup un conte de fées écrit avec un côté visuel pour le dessin animé. Plus, je trouve que c'est à l'intersection de plein de choses qui m'intéressent en fait. Donc, ça, ce serait pas mal. Ça, c'est un truc auquel je réfléchis depuis très longtemps. Barbe Bleue, ouais.
Et puis sinon, côté écriture, alors donc j'ai terminé mon premier roman il n'y a pas si longtemps que ça. Ok, bravo. Ouais, donc j'ai mis point final donc, au manuscrit, je crois que c'était le 24 décembre. Donc ça y est, il est terminé. Et c'est un roman que j'ai commencé depuis extrêmement longtemps. J'ai commencé à y réfléchir, à travailler dessus en 2001, donc c'était Ok. super longtemps. Mais je l'écris de manière beaucoup plus, on va dire, sérieuse depuis, je dirais, 2013-2014. Ah, il y a mon chat. Coucou le chat. Coucou le chat, il est là derrière. Ah, le chat. Donc voilà, et vu que c'est le premier tome d'une série, je n'écris pas le tome 2 tout de suite. Pour l'instant, en fait, je suis en train de travailler sur un autre roman, donc dans une autre... qui a absolument rien à voir. Ok. En fait, comme j'avais passé énormément de temps sur ce premier roman, je voulais faire un one-shot, donc un livre qui se tienne tout seul à côté. En fait, pour mettre en pratique tout ce que j'ai pu apprendre sur Versipéis, donc sur le premier, tout ce que j'ai pu apprendre sur moi-même, sur comment je fonctionne, etc., sur comment je construis mon intrigue et tout ça, et comment je peux aller plus vite du coup, et ne pas perdre 20 ans sur un autre roman, sinon on aura un peu, quoi. Et là, en fait, je suis en train de me remettre dedans, justement. Et en fait, c'est un roman que j'avais commencé juste avant le confinement, je crois. Pendant le premier Cap Nano, il me semble, j'avais commencé à faire la planification. Et il n'empêche que je me suis rendu compte que je pouvais justement aller plus vite parce que, par exemple, là, mon deuxième roman, en gros, en 3 mois, j'avais fait tout. Enfin, c'est-à-dire que j'avais fait l'idée de base, les personnages, l'intrigue et même le découpage et la planification du roman. J'avais commencé même à écrire le premier jet au bout de 3 mois, quoi. Alors que voilà, le Versipélis, là, mon premier roman de fantasy, il m'a pris. Bon, si tu comptes vraiment à partir du moment où j'ai vraiment écrit sérieusement, 2012. Donc 2012-2020, quoi. Ok. Ok. Tu vois. C'est le gros morceau de Ouais. plus de 190 000 mots dont tu parlais, c'est ça, dans l'interview avec Simo? Oui, l'autre, ça sera moins gros, mais en gros, si tu veux, je voulais passer un truc beaucoup plus petit qui serait un one-shot, une histoire unique, pour me dire que je pourrais peut-être, si par exemple le Versipélis ne plaît pas, je pourrais aussi vendre celui-ci, et du coup, un one-shot, c'est plus facile à placer sur Oui, une oui, maison c'est sûr. d'édition qu'un truc. Et du coup, je me suis dit, bon, si j'arrive à écrire ce deuxième roman-là, donc j'aurais pris un peu plus de bouteilles. Et mon idée, c'était en fait, une fois que le premier jet donc de ce deuxième roman que j'ai appelé L'Oiseau de Feu, et qui lui se passe en fait dans un Paris uchronique de la fin du 19e siècle, en gros. Donc c'est de l'Uchronie, je sais pas si on peut le mettre dans du steampunk. On peut dire que c'est du steampunk sans être du steampunk, enfin bref. Voilà. Et en fait, une fois que j'aurai terminé le premier jet, je pourrais repartir sur la planification en fait du reste de ma saga, parce que là vraiment j'avais planifié, j'avais vraiment fini que le premier tome de Versipélis, et même si dans mon esprit c'était vraiment une saga de 4 tomes, j'avais en gros que un tome 3/4, grosso modo. D'accord. J'ai des pistes pour le 3 et 4, mais je pense qu'il faut vraiment que je me pose clairement sur ce que je veux faire exactement de mes personnages et ce que je vais exactement faire des tomes 3 et 4 avant de me lancer dans l'écriture du tome 2, en fait. Donc je voudrais juste prendre un petit peu de bouteille avant de me lancer dans ce gros morceau-là, en fait. Oui, honnêtement, je pense que c'est une bonne stratégie de s'entraîner avant de revenir sur son projet de cœur, entre guillemets. Ouais, c'est ça. Je te propose qu'on fasse le petit jeu pour finir cette discussion hyper intéressante. Alors du coup, je sais pas si tu connais, mais c'est un portrait chinois où en gros tu vas devoir répondre par juste quelques mots. Et donc du coup, la question c'est quel animal serais-tu si tu étais un animal? Si j'étais un animal... si j'étais un animal...
Ah, c'est dur. Je pense que je serais un gros chien près du feu. D'accord. Si tu étais un instrument de musique. La basse. D'accord. C'est mon instrument de prédilection. Ok. Si tu étais une plante. Vaut mieux pas. D'accord. J'ai vraiment pas la main verte, donc si j'étais une plante, je serais déjà morte. Vaut mieux pas. Je n'ai aucune plante chez moi, faut le savoir. Ok. Voilà. Que ce soit dit. Si tu étais un plat cuisiné. On mange pas plat cuisiné chez nous. La lasagne. Ok. Si tu étais une chanson. Ah, si j'étais une chanson, merde. Je pense que ce serait n'importe quel morceau de rock, de hard rock des années 70. Ou n'importe quelle chanson des années 80. Ouais. D'accord, genre du Goldman ou Iron Maiden, quelque chose comme ça. Ouais, je pensais plus un peu genre du Led Zeppelin ou un truc bien. Ou du Billy Idol des années 80, quoi. Ok, d'accord. Ah, Billy Idol, ouais, ça me plaît bien ça. Si tu étais un acteur ou une actrice. Oh, c'est chaud. Vraiment, les questions de la fin, je pensais pas que ça allait être les plus dures. Hein. Ah ouais, putain, non, c'est dur. J'ai envie de dire, j'aurais voulu être Heath Ledger, mais vivant. Oui, c'est sûr, malheureusement. Et si tu étais un film Disney. Oh, putain. Oh, un film. Enfin, quand je dis film, ça intègre un film d'animation, hein, bien sûr. Un long métrage. Oui. J'hésite. J'hésite entre La Belle et la Bête et Atlantis. J'ai envie de dire Atlantis. Parce qu'il est sous-estimé. Ah oui, on est d'accord. on est tout à fait d'accord. D'ailleurs, avant mes vacances de Noël, j'avais fait une tier list des films Disney et vraiment pour moi, genre je les mis très haut, Atlantide, parce que vraiment, c'est sous-estimé. L'indécision en 5 minutes. Non, mais, oui, Camille, oui, complètement. Est-ce qu'il y a un endroit que tu rêves de visiter ? Oui, alors ça, c'est facile, la Nouvelle-Zélande. Ok, alors là, zéro hésitation. Là, c'est allé super vite. J'ai envie d'y mettre les pieds depuis que j'ai 13 ans, depuis que je regardais Xena et Hercule à la télé. Je veux y être, je veux y aller. Et je suis tellement jalouse parce que j'ai plein d'amis à moi qui y sont allés et il y en a même qui travaillent chez Weta Workshop et je suis jalouse comme un pou. Donc ouais. Ok. Bah écoute, c'était tout pour moi. Est-ce que tu as un mot de la fin ? Non, prenez du plaisir dans ce que vous faites, c'est le plus important. Voilà. C'est un très beau mot de la fin. Bah écoute, merci beaucoup, merci le chat. Et puis moi du coup je vais prendre une petite pause de stream, donc je serai pas là le mardi comme d'habitude. Mais sinon bon, on se reverra quand je reviendrai en stream. Bah avec plaisir. À bientôt tout le monde. Salut, merci tout le monde, bonne soirée.